Bon- bonjour à tous et à tous. Le plaisir est pour moi de revenir vers vous ce dimanche pour cette deuxième capsule consacrée au décryptage des actualités internationales. Et pour cette deuxième capsule, je vais vous faire un tour des actualités qui seront en grande partie africaines. Mais avant ce tour de l'actualité en grande partie africaine, j'aimerais vous parler d'un phénomène que vous connaissez sous un autre nom. Et c'est le phénomène qui est rarement appelé par le stress hydrique. Qu'est-ce que le stress hydrique qui est communément appelé par le phénomène de pénurie d'eau? C'est simplement l'insuffisance des ressources en eau par rapport aux besoins de la population d'un pays, d'une région, d'une ville, etc. Et ce phénomène est de plus en plus généralisé sur l'échelle de notre planète Terre. Et il a fait l'objet d'ailleurs d'une conférence à l'UNESCO du 22 au 24 mars dernier. Il n'y a pas eu une conférence du genre il n'y avait pas eu une conférence du genre depuis plus de 50 ans. Et tout au long de cette conférence, un rapport mondial sur la mise en valeur de l'eau a été présenté par un certain Richard Connor, qui, en tout cas, dresse un portrait assez alarmant sur la situation de l'eau sur notre planète. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la réalité est que 2,3 milliards de personnes dans le monde, sur les 7 milliards que compte la population mondiale, vivent dans des pays où l'eau ne répond plus tout au long de l'année aux besoins des personnes, des ménages et également à la demande de l'activité agricole qui à elle seule mobilise 70% des ressources en eau de la planète. Ce qui fait que même des régions qui étaient réputées être abondantes en eau douce, en eau potable, comme l'Afrique et l'Asie de l'Est, commencent à être frappées par des pénuries d'eau. Il est donc urgent d'apporter une réponse mondiale à la raréfaction des ressources en eau, sachant que l'eau est une ressource vitale et qui est une ressource non seulement vitale et qui est commune à l'humanité. C'est là, malheureusement, le regret le responsable de l'OCDE sur les questions de l'eau. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui réfléchit et dresse des statistiques économiques sur les pays du monde entier. Ce responsable donc, de l'OCDE sur les questions de l'eau, du nom de Hervé Flève, regrette qu'il y ait, en ce qui concerne l'eau et la gestion de l'eau dans le monde, une absence de convention multilatérale sur l'eau, contrairement à la gestion du climat ou de l'eau, et préconise même qu'il y ait que les questions liées à l'eau, qui deviennent de plus en plus préoccupantes, selon les chiffres et les statistiques que je viens de vous donner, à cause des pénuries d'eau qui se généralisent de plus en plus dans le monde. Il préconise d'ailleurs que les questions de l'eau soient désormais associées aux questions du climat, aux questions environnementales, et qu'il y ait vraiment une recherche de solutions concertées à la fois sur l'eau et sur le climat. On n'en est pas encore là, mais les chiffres et les statistiques sont en train de montrer que l'eau risque de devenir, cette ressource vitale à la vie commence de plus en plus à manquer à des populations dans le monde entier et que ce phénomène de pénurie d'eau commence à se généraliser. Je vous emmène désormais sur le continent africain. Et la première actualité africaine de cette deuxième capsule de Décryptage nous emmène au poste libyen, frontalier libyen de Ras Jedir, où vivent 1200 migrants subsahariens qui avaient été arrêtés premièrement et ensuite expulsés de la Tunisie en raison des heurts et des affrontements qu'il y avait eu entre ces 1200 migrants et les habitants de la ville tunisienne de Sfax il y a quelques mois,
Ces migrants vivent dans un campement de fortune où ils cohabitent avec des serpents et où ils en sont réduits à boire de l'eau d'une rivière dont nous n'avons aucune assurance concernant la qualité de cette eau, ce qui peut remettre en cause effectivement l'article 3 de la Convention universelle des droits de l'homme qui dispose, je cite, que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et en l'espèce, étant donné le milieu, la dangerosité du milieu où sont entassés ces migrants subsahariens, dans ce poste frontalier de race, j'ai dit, libyen, où ils cohabitent avec des serpents, vous conviendrez avec moi que la vie de ces 1200 migrants subsahariens, les conditions, leurs conditions d'existence dans ce campement remettent en cause ce droit fondamental qui est le droit à la vie, à la sûreté et à la liberté des personnes qui sont garantis par cet article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Affaire à suivre, tout en espérant que les mesures seront prises par les autorités libyennes et tunisiennes qui les avaient expulsés au niveau de ce poste frontalier de Ras Jedir, poste frontalier qui est situé entre la Libye et la Tunisie, et que le HCR effectivement viendra en charge à ces personnes. Aujourd'hui, selon les informations de la RTBF et des propos recueillis par quelques migrants qui ont été interrogés par la radio-télévision belge, la RTBF, ces 1200 migrants subsahariens expulsés de Tunisie bénéficient d'une aide, mais qui demeure insuffisante de la part d'une ONG libyenne dénommée le Croissant Rouge. Affaire à suivre. Je vous amène toujours dans ce tour de l'actualité africaine désormais au Niger, où, comme vous l'avez peut-être suivi sur vos différentes chaînes d'information, il y a eu lieu un putsch par des militaires avec à la tête desquels il y a le général de 59 ans, Tchani, qui s'est autoproclamé lors d'une allocution diffusée sur la télévision nationale nigérienne comme étant le responsable du Conseil national de transition et de la sauvegarde de sauvegarde du Niger, qui a justifié ce coup d'État, ce putsch, par la détérioration de la condition sécuritaire ou de la situation sécuritaire du Niger ces derniers mois et ces dernières années. Et ce coup de putsch et le coup d'État qui a été automatiquement fermement attaqué par le président Macron, le président français, même sans le cloche au niveau de la CEDEAO, qui dans un premier temps a condamné ce putsch et qui a promis des sanctions au Niger, et en particulier à ce mouvement putschiste qui vient de prendre le contrôle du pouvoir en Libye. Et pour cette dernière actualité africaine, je vous emmène en Côte d'Ivoire, où a été inauguré le 17 juillet dernier le désormais plus grand parc d'exposition d'Afrique, qui contient notamment un bâtiment central, un hall d'exposition qui pourra porter jusqu'à 15 000 panneaux d'affichage publicitaire, à la fois pour les commerçants, pour les acteurs culturels, à chaque fois que des événements se tiendront dans ce désormais plus grand parc d'exposition de l'Afrique de l'Ouest. Il comprend également 10 000 places debout et 5 000 places assises. Il a été inauguré en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien et du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, d'un coût de 115 millions d'euros. Désormais parc d'exposition qui est le plus grand de l'Afrique, que compte désormais l'Afrique de l'Ouest, doit, selon le ministre ivoirien du Commerce, servir avant tout à la promotion des entreprises ivoiriennes. Si le premier hall, le premier volet de ce parc d'exposition vient d'être inauguré, il n'en est pas ainsi du deuxième volet, du deuxième hall de ce parc d'exposition, dont la date de début des travaux n'est pas encore connue, mais qui connaîtra également la construction, qui sera également suivie
de la construction d'un complexe hôtelier qui sera attenant à ce grand parc d'exposition. Euh, Ainsi se clôt ce deuxième numéro de Décrypte consacré aux actualités internationales. J'espère qu'il vous aura plu et nous serons encore une fois de plus heureux de recevoir vos avis et vos suggestions ainsi que vos réactions par rapport à ce deuxième numéro, cette deuxième capsule consacrée aux actualités internationales. Ainsi se clôt ce deuxième numéro et nous vous souhaitons un bon dimanche et on se retrouve d'ici là dans une troisième capsule. Au revoir.